You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love. Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 5e épisode de la 4e saison de Cold Facts, tour d'horizon de ce qui s'est passé ces derniers jours en National League. On commence avec Ajoie, première victoire en National League 4-0 contre Ambry, et puis derrière, retour à la réalité 6-0 à Berne avec là aussi de nouveau deux étrangers puisqu'ils sont deux blessés comme lors de leur victoire 4-0. On passe ensuite à Genève, 3 défaites de suite, là aussi un 6-0 contre Bienne. Après on enchaîne avec Fribourg, 4 défaites, 2 points quand même marqués au compteur, mais c'est difficile pour Fribourg de marquer à 5 contre 5. On enchaîne avec Lausanne qui a battu justement Fribourg mardi soir 5-2. À Lausanne, il y a du mieux. Les Lausannois n'étaient déjà pas ridicules avant ça, même s'ils n'avaient pas beaucoup de points au compteur. Mais Lausanne a joué simple, basique, et ça a payé. Puis on termine avec Bienne, 7 matchs, 20 points, 30-13 de goal average, 4 joueurs dans le top 20. Tout roule à Bienne avec Antti Tormenon. Salut Greg. Salut Jean-Fred, la forme? Absolument. Très très bon, très bonne soirée hier pour Cold Facts qui était ensemble en fait. Exactement, de sortie physiquement. Et de sortie à Fribourg pour la rencontre Fribourg-Lausanne. On y reviendra bien plus tard sur celle-ci. Mm-hmm. On a d'autres clubs à fouetter avant. Le père fouettard, ça va être... on s'est posé la question aussi. On s'est dit, est-ce qu'on a fait une sorte de récurrence en prenant le théorème de Cold Facts dans sa plus simple expression en disant on commence par ceux qui sont le plus à la peine. C'est un petit peu facile finalement de parler d'Ajoie d'abord, parce que c'est d'eux qu'on veut parler. Ils sont restés sur un 6-0 encaissé à Berne, mais aussi il y a eu ce 4-0 réussi en victoire donc, Oui. réussi à domicile contre Ambry. Et ça c'est... Avant de parler du négatif, parlons de cette première victoire en National League qui, finalement, on espère qu'elle en appellera d'autres. Mais alors, back-to-back, premier back-to-back. Mais oui, c'est ça. On pouvait s'attendre à ce que ça se passe moyennement bien pour Ajoie. Le fait d'être allé à Zurich la veille, ils ont joué un vrai match à Zurich. Ils perdent 5-2 alors que rapidement ils ont été menés, mais ils se sont accrochés jusqu'au bout. Le lendemain, tu dis, Ambry, en plus, c'est une équipe qui est physique, qui est intense, attention, qui était l'année passée, en tout cas, très physique, très intense. Moi, je ne les ai pas encore vus sur place cette saison. Je me dis quand même que l'ADN d'Ambry de la saison dernière, à savoir un peu des nobody à la Thomas Ogoy et Noël Trisconi qui vont dans tous les sens et qui sont tout le temps à harceler le porteur de la rondelle adverse, quand tu les remplaces par Dario Burgler, Inti Pestoni, des étrangers qui sont peut-être un petit peu plus âgés, un Regin qui est peut-être pas le joueur qui va harceler au forechecking, ce genre de joueur-là, ça change un petit peu ton ADN. Et donc, peut-être que le Ambry de cette saison est un peu moins acharné, mais plus talentueux. Mais peut-être un peu plus talentueux. Donc, il faut peut-être faire attention à se dire à penser justement que face à Ambry, ils allaient se faire agresser tout le match. Visiblement, ils s'en sont très bien sortis à Ajoie. Ils ont rapidement mené 3-0. Et derrière, ça a solidement tenu. Et c'est vrai que si on avait inversé les deux matchs et qu'il y avait eu le match compliqué à Bienne samedi, puis hier la victoire contre Ambry, le ton serait un petit peu différent. Il faut toujours faire attention quand on analyse sur une semaine ce qui s'est passé. Ouais. Et oui, cette victoire, elle est belle. Et elle est très inattendue. Je pense que les honnêtes parieurs sont pas très contents de ce qui s'est passé ce soir-là. Moi, le premier. Moi, le deuxième. mais ceci dit, c'était plaisant de voir que Thibaut Fressard marque des buts. Il avait le cas de top scorer à Berne. Ouais. Il l'aura toujours, du coup, vu qu'il y a eu un 6-0 derrière. Mais Garichian, je sais plus si c'était au micro ou lorsqu'on discutait avec lui en marge de l'épisode qu'on a fait avec lui. Mais il nous avait dit qu'un joueur à garder à l'œil dans son équipe, aussi en pensant à hockey manager, c'était Thibaut Fressard. Et ce début de saison lui donne complètement raison. Il évince presque, plus que presque d'ailleurs, un De Vos ou même un Hazen, Asselin qui est un peu blessé.
en marquant et en ayant ce cas top scorer. C'est vraiment chouette. Moi, je trouve assez sympa de voir que ce joueur-là a les spotlights en ce moment. Et c'est sympa, mais maintenant, alors, je peux te contrer en disant, est-ce que vraiment c'est normal que ce soit Frossard et Romanengi qui soient finalement un peu plus sur le devant de la scène qu'Asselin et De Vos? Parce que... Alors, Asselin est blessé, hein. Puis en plus, je suis un petit filou parce que j'ai pas pris Hazen qui a quand même marqué un peu plus de points cette saison. Mais bah, De Vos, vu que tu le mentionnes, mardi soir, c'est 23 minutes 26 de temps de jeu. Ouais. Et c'est en moyenne 23-36. Alors sur 5 matchs, l'échantillon n'est pas complètement cinglé, mais 23-36 pour un attaquant qui vient de Swiss League. Certes, un étranger, on savait qu'il allait peut-être un peu plus jouer que l'étranger d'un autre club, mais quand même, c'est un temps de défenseur numéro 1 présent en powerplay, boxplay. C'est presque du Tom Ernest Light, quoi. Ouais, 23-36, surtout, il y a 3-0 après 12 minutes 29 et 4-0 après 22. À Zurich aussi, ils étaient rapidement menés, mais il y a eu un match jusqu'au bout. Ouais. Là, début du deuxième tiers, tu as 4-0. Je pense qu'un soir comme ça, tu dois peut-être un peu lever le pied. Après, il est habitué à jouer 20 et quelques minutes en Swiss League. C'est pas anormal pour lui. C'est un autre rythme quand même en National League. Et surtout, il n'est pas dominant. Parce que finalement, s'il est à 23 minutes par match ou à 24 minutes par match, mais à 2 points par match, tu dis, bon, bah, c'est un petit peu l'assurance vie du HC Ajoie. Là, en l'occurrence, ça ne l'est pas, parce qu'il a un assist, sauf erreur, depuis le début de la saison. Ouais. Il est assez discret. Et, est-ce qu'il est discret et donc Gary Sheehan veut lui donner des chances de se mettre en lumière, mais est-ce qu'en lui donnant des chances de se mettre en lumière, il le crame? Enfin, c'est une balance, un équilibre à devoir trouver qui n'est pas simple. Et en plus, quand tu dois composer sans Le Duc, comme c'était le cas à Berne, avec un Asselin qui est un petit peu blessé en ce moment aussi, je comprends le dilemme que pour Gary Sheehan, je le comprends complètement parce qu'offensivement, ta troisième ligne, c'est Steven Maka, Thibaut Frossard, Arnaud Schneck. Mhm. Après, c'est Lars Frey, Martin Ness et Lou Bogdanov. C'est tentant de jouer tes leaders plus que de raison. Par contre, ce qu'on peut dire aussi, c'est que ce 4-0 contre Ambry, il arrive dans cette configuration aussi de 2 étrangers. Oui. Du coup, c'est le qu'est-ce qu'on va dire? C'est le Ajoie champion de Swiss League qui met 4-0 à Ambry, équipe de National League, finalement, puisqu'ils ont joué avec Hazen De Vos, vu qu'Asselin et Le Duc n'étaient pas là. Donc, c'était presque un peu le côté match de coupe où ils ont fait. Mais on va aussi dire que je crois qu'Ambry a 2 fois plus de tirs à peu de choses près que Ajoie aussi. Tout a bien roulé sur ce match-là. Est-ce que ça va se reproduire bon nombre de fois? Bah, de manière un peu peut-être méchante, je vais dire que le 6-0 ou le 7-2 qu'ils ont encaissé contre Lugano une fois se rapproche plus finalement de ce qu'on peut dire, parce que si Ajoie commence à gagner, à mettre des 4-0 en Brie, à mettre même à Langnau à gagner un match assez nettement, je me dis, je connais plus rien au hockey sur glace finalement, donc il faut que j'arrête parce que c'est... Alors ça veut dire que le gars qui monte de Ligue B, qui fait pas beaucoup d'acquisitions, qui s'est pas renforcé avec des joueurs de National League, il peut arriver, puis finalement, il n'est pas largué. Donc, d'une certaine manière, le fait d'avoir un 6-0 à Berne me réconforte finalement un peu, simplement pour ma vision de la National League et de la différence de niveau. C'est un peu le tarif qui va arriver de temps en temps, effectivement. Et quand une équipe prend Ajoie au sérieux, parce qu'en un sens, après 4 minutes, alors c'est un doublé de Timothy Cast. Ça c'est quand même lui, étonnant. Il a pris au sérieux. Hein. Et lui, il a pris clairement Ajoie au sérieux. Et petit clin d'œil aussi à Timothy Cast qui joue à Berne. Il était surnuméraire en début de saison. Là, il est sur l'alignement. Il fait 3 points, 2 buts, une passe décisive. Ça fait plaisir pour lui qu'il ait trouvé un moyen de se relancer là-bas. Et ceci, mis à part, 4 minutes, 2-0. Bon, ok, t'as respecté Ajoie aussi, finalement, je trouve, quand t'es Berne.
dans ce match-là. Ce qu'a peut-être pas fait Ambry. On va pas, à chaque fois qu'Ajoie va gagner un match, on va pas dire c'est l'adversaire qui a pas respecté. Mais là, en l'occurrence, quand il y a 3-0 après même pas un tiers, pour Ajoie, tu dis vous êtes arrivés comment les gars? Ouais. Et est-ce que vraiment vous avez pris cette équipe d'Ajoie au sérieux? À mon avis, la rentrée Porran Quinto, je pense que si Chereda avait pu en envoyer certains à pied ou bien sur les genoux pour faire les quelques centaines de kilomètres qui séparent les deux villes-villages, ouais, il se serait pas privé parce que en fait, t'as pas le droit, quoi. T'as le droit de perdre, il y a pas de problème. C'est plutôt la manière comme ça de se dire encaisser un 3-0 après un tiers face au néo-promu. Peu importe, que ce soit Ajoie ou un autre néo-promu. C'est Non, juste, complètement. Mais voilà, donc c'est aussi une question de comment tu respectes ton adversaire. Et finalement, si Ajoie se prend 2-3 saves, c'est aussi parce qu'ils auront été pris au sérieux et ils ont été bien étudiés aussi par l'adversaire. En parlant d'adversaire, c'est un week-end assez compliqué pour Ajoie. On parlait de ces fameux back-to-back. Là, c'est vendredi à Zug et samedi à la maison contre Genève Servette. Genève Servette, on en parlera un petit peu plus tard. Oh, d'ailleurs, ce serait une jolie transition, du coup, je crois, parce qu'on parle juste après de Genève Servette. Genève Servette qui va pas forcément très très bien. Ils vont venir en match 2 à Ajoie, qui aura joué la veille à Zug. Tu me diras, c'est exactement la même configuration que le week-end passé où ils ont battu Ambry le lendemain, hein, après être allés à Zurich pour Tout un à fait. gros match. Mais là, effectivement, le premier soir, il faudra vraiment faire attention au temps de jeu de Phil De Vos. Et s'il envoie 25 ou 26 minutes sur la glace le vendredi soir, je peux imaginer que le lendemain, ça brûle un tout petit peu. Surtout à deux étrangers, parce que de ce que tu sais, est-ce que le Ajoie sonde un petit peu le marché en se disant... J'ai rien entendu, mais je dois bien t'avouer qu'en fait, ça fait partie de ce genre de questions où je me dis que c'est sûrement pas le cas. Donc, j'ai pas vraiment fait les recherches. Enfin, ça me semble pas logique qu'il soit sur le marché actuellement pour trouver un étranger. Ou alors, si quelque chose se passe, ça pourrait plutôt être une licence B qui viendrait de Swiss League. Ou je dis, j'ai aucune information. Ouais. J'ai réfléchi juste, je me dis, ils ont probablement pas le budget à mettre pour engager un étranger pour une saison, parce qu'en gros, c'est pas parce qu'il y a eu 3 semaines de moins de championnat, il l'engagerait pour une saison. À mon avis, c'est hors budget. Après, de se dire, on fait monter Tretnes au hasard, ça fait bientôt une semaine que j'ai pas parlé de Tretnes. Tu fais monter Tretnes quelques matchs ou un soir parce que Chaux-de-Fonds ne joue pas le soir en question, ou peut-être, mais ceci à part, je doute. Il y a une stat, je pense qu'on peut que j'ai relevé et qui m'a frappé pour ce match contre Berne, c'est le nombre de tirs dans le slot et le nombre de tirs en périphérie. Pour te dire, Ajoie sur ce match contre Berne, il y a 64% des tirs qui sont en périphérie. Ouais. Ça veut dire que 36%, et je crois que c'est un truc du style 28% dans le slot et 8% à la bleue, ou en tout cas au milieu. Donc ça fait vraiment très très peu de tirs, et 64% sur les côtés. Ouais. Tu peux pas, il n'y a pas de miracle, c'est que tu peux même pas te dire ah ouais, mais on est passé pas très loin de quelque chose. Non, vous avez malheureusement pas pu aller là où vous allez être récompensé finalement, et que même si pour l'instant les gardiens de Berne étaient pas flamboyants, et encore ça peut changer, on sait que Wüttrich est un gardien qui a un talent certain. Du coup, ça va venir, et là, il y a un shootout pour Berne. C'était peut-être un shootout plus facile s'il y a 64% des tirs qui viennent des côtés. Effectivement. Je pense pas que c'est qu'ils n'ont pas voulu aller là où ça fait mal. C'est qu'au bout d'un moment, c'est pas évident de s'approcher du slot, c'est pas évident de se trouver dans des positions où tu as des chances de marquer qui sont, on va dire, des high scoring chances. Et c'est compliqué d'être là. Et il faut se faire mal, mais il faut aussi pouvoir y arriver. Ça demande aussi un niveau technique pour être capable de faire des passes qui créent des décalages pour mettre quelqu'un dans une bonne position. Et voilà, à Berne, c'était vraiment compliqué. Tu me fais penser, en voyant une des passes de Kaoun, par exemple, et je me dis toujours, là, faut se mouiller la nuque quand même. On est contre Dominique Kaoun, qui n'est pas le joueur le plus fantastique du monde. On ne parle pas de Connor McDavid, justement, mais un gars qui a quand même un certain nombre de matchs de NHL, et dans l'exécution, dans la vision de jeu, oui, ça se voit la différence dans un match comme ça. Et justement, des passes des fois qui traversent le slot parce que la passe est vive. On réfléchit pas, on sait qu'en soutien, le joueur va venir. Donc il n'y a même pas besoin de
regarder avant, en fait, on sait déjà que le joueur s'est positionné là. Et cette exécution là fait que, au final, ça peut faire 6-0. Tu l'avais annoncé en transition qu'on allait parler de Genève, c'était un spoiler. Le jeu de transition de Colfax est très au point en ce début de saison quand même. Hein. Est-ce que le jeu de Genève de transition est aussi au point en tout cas, ces derniers temps, c'est un petit peu plus compliqué sur les 3 derniers matchs, on va dire vendredi, samedi et mardi. 3 matchs, 1 point depuis le dernier épisode. Gratté à Malais contre Lausanne en prolongation. Sinon, c'était une défaite pour le retour de Chris Maxorley au Vernet. Et puis, le 6-0 de mardi à Bienne. Honnêtement, pour ce match-là, ok, Desclous était pas partant parce que visiblement il y avait quand même un souci physique et puis il voulait pas. Moi, on m'a dit haut du corps par contre. Okay. Patrick Camon m'a dit haut du corps. Je crois que je l'ai pas écrit, mais non, il m'a dit haut du corps alors qu'habituellement on sait qu'il a eu des petits soucis au niveau des hanches, des genoux, du bas du corps. Et donc c'est peut-être aussi pour ça qu'ils sont à se dire non mais c'est bon, faut pas trop s'exciter et pas trop s'inquiéter. Donc j'ai fait un article lundi à ce sujet en expliquant justement que oui, il manquera le match. Donc il a manqué le match de Bienne mardi soir. Charlin a eu son premier départ de la saison. C'était de toute façon prévu en fait que Charlin joue visiblement. C'est Timur Chianov qui était sur le banc comme deuxième gardien. J'ai vu ça tout d'un coup. Timur Chianov, on se rappelle, c'est un ancien junior du Lausanne HC qui est parti en Russie. Il a fait 1 ou 2 matchs de KHL, sauf erreur, et sinon il était en MHL. Je dis ça, je suis allé voir son profil Elite Prospect en début de semaine, va savoir pourquoi. Et il a un départ en KHL avec Amur Khabarovsk la saison passée. Et la saison d'avant, il était en MHL. Et là, il était censé commencer de nouveau en VHL. Ouais. Mais finalement, il était prêté à Genève. En tout cas, pour ce match-là. Je n'ai pas d'autres détails sur ça. Toujours est-il que Charlin, il a fait ce qu'il a pu. En même temps, c'est quand même le cadeau empoisonné. Tu te rends à Bienne qui plante des essais à tout le monde, qui marque but sur but. Brunner, il ferme les yeux, ça va en lucarne, il y a le puck. Soit ça va en lucarne, soit il est devant la cage, puis le puck lui tombe sur la crosse, comme le 1-0 c'est ça, de ce match-là. Ce que j'allais dire, là, c'était pas tellement la lucarne, c'était vraiment... Et voilà, c'est vraiment le piège. J'étais à Fribourg-Lausanne, mais j'ai quand même vu de bonnes séquences de ce match-là. S'ils allaient prendre le tarif, c'était clair en fait, parce que Bienne était juste meilleur. Mais en même temps, Genève s'est présenté là-bas sans Noah Rod, sans Tanner Richard, sans Marc-Antoine Pouliot. Ta ligne de centre, pourtant, c'était Winnick au centre. Je sais qu'il préfère le faire jouer à l'aile, mais bon, pour le moment, tu n'as pas trop le choix. Ça tenait quand même la route. Winnick, Poula, Joris, Berton, c'est tout à fait OK. Ils sont pas partis en minibus là-bas, mais c'est quand même un petit peu léger. D'ailleurs, tu parles de la ligne de centre, très intéressant. 49 engagements. Genève en a gagné 33. Ouais. Genève a perdu 6-0. Donc du coup, les gars de Colfax, avec vos stats de mes deux, vous allez vous brosser, quoi. Les centres de Bienne, c'était Elvis Schlepfer, Roman Carafa et Étienne Froidevaux, en 2, 3, 4, et Jere Salinen, ou en 1 pour Schlepfer, si on veut bien, Jere Salinen. Donc oui, si tu regardes purement sur le papier, je suis pas complètement surpris par cette statistique d'engagement gagné, on va dire. Mais après, mais ça veut dire que tu as le puck, tu vois, normalement. T'es censé l'avoir, ouais. Mais après, t'as quand même une équipe de Bienne qui a Raya Leiché sur une première ligne, t'as Brunner Künzle sur une troisième ligne, même un Gillian Kohler. Après, Bienne n'était pas non plus au complet, loin s'en faut. Hein, parce que quand t'as Théo Bellieri qui joue sur une quatrième ligne, Lilian Garessu qui a joué, Elvis Schlepfer qui est centre de première ligne. Oui, Genève est parti diminuer là-bas, mais honnêtement, avant le match, on ne s'attendait pas à ce qu'ils se prennent 6-0. Non. Bienne est à ce point en confiance et à ce point bon. Et quand ton gardien ne va pas faire l'extra save, on va dire, je pense sur le 1-0, Charlin, il lui manque quelques petits centimètres pour y être. Ouais.
Mais je ne suis pas du tout en train de le blâmer. Hein. Ah non. Mais pour aller gagner face à cette équipe de Bienne actuellement, tu dois avoir un gardien qui est ultra dominant. Ça n'a pas été le cas. Et c'est l'une des raisons. Mais après, voilà, Genève, en ce moment, c'est assez compliqué contre Lugano aussi. Là, j'étais à ce match, par contre, physiquement, on va dire. Pardon. Et là, en fait, je suis un peu emprunté. Parce que j'ai trouvé Lugano terriblement fort ce soir-là. Moi, j'ai rarement vu une équipe dominée durant 60 minutes. Pas forcément en termes au tableau d'affichage. Il y avait 3-2 après 2 tiers-temps. Mais en termes de chance de but, en termes de puck management, pendant tout le match, Lugano était très juste. Il jouait juste. Il faisait de bonnes premières passes. Le contrôle du puck en zone offensive était systématiquement bon. Et Lugano a confirmé en battant Zug après prolongation mardi soir. En plus, ils auraient dû gagner dans le temps réglementaire sans l'égalisation zougoise à 1 seconde de la sirène. Mais Lugano, petit aparté, est en train de gentiment se mettre sur les rails. Et l'équipe qui a perdu à la maison contre Langnau, ça a plus l'air d'être la même en ce moment. Et pourtant, c'était il y a que 10 jours. Hein. Et sans Daniel Carr. On rappelle aussi sans Daniel Carr. Qui est quand même censé être une des pièces maîtresses de ton premier bloc. Que tu voulais faire jouer avec Arcobello et Fazzini. Donc, quand tu dois mettre Yves Stoffel en première ligne pour combler cette absence-là, bah, faut avoir de la profondeur, faut que tout roule. Et visiblement, en tout cas, en ce moment, le discours de Chris McSorley prend. Après, j'ai envie de dire, est-ce que Chris McSorley le discours va prendre quand on sera au mois de novembre? Est-ce qu'il y a peut-être un moment où il y aura quelques turbulences? Est-ce que ça va toujours marcher? Ce qui est sûr, c'est qu'au mois de septembre, en ce moment, ça marche bien. Ouais, mais retour à Genève, c'est fou. On parle toujours de Max Orley quand on est à Genève. C'est terrible. Non, c'était drôle ce match au passage, ce retour de Chris Max Orley. Et j'ai décidé d'en parler un peu dans ma newsletter qui sera... T'as vu la promotion quand même. C'est fou. Qui va être publiée jeudi matin, ou qui a été, suivant à quel moment vous l'écoutez cet épisode. Et parce que justement, moi je m'attendais... Alors forcément, quand quelqu'un qui est en procès pour plusieurs millions, je crois que le chiffre dans la tribune de Genève est sorti, donc il n'y a pas de secret, je crois. C'est plus de 7 millions, le litige est de plus de 7 millions entre le club et Chris McSorley. Oui, il y a un gros problème. Oui, les tribunaux vont devoir gérer ça. Tout ça, on l'entend. Hein. Mais à un moment, à la fin du match, les fans ont rappelé Chris McSorley. Et en fait, quand tu fais ça, c'est pas pour ton propre petit ego personnel de dirigeant ou de fondation, de je ne sais quoi. En fait, on dit souvent que c'est un spectacle, qu'on est là pour faire plaisir aux gens dans la patinoire. Ouais. Ce jour-là, est-ce qu'on ne doit pas mettre son ego dans la poche? Et je pense que ça aurait été des deux côtés à part ça. Parce que moi, je trouve que d'un point de vue de communication, et on reviendra sur d'autres clubs après, d'un point de vue communication, si tu es plus malin, puis tu dis, OK, on met tapis rouge, on fait venir quelqu'un, pas besoin de faire venir Didier Fischer, j'en sais rien quelles sont les relations entre eux, mais tu fais venir quelqu'un du club, tu lui files un maillot avec 21 ou 20, ou je sais plus combien d'années il a fait là-bas, Max Orley, tu dis merci Chris, on est en litige actuellement, mais on ne pouvait pas passer outre tout ce qui s'est passé durant ces 20 dernières années. Si on est là, c'est grâce à toi, donc merci. Et là, tu peux même être plus malin et puis dire, j'espère d'ailleurs que ce litige va se régler. Là. Nous te remettons un chèque de 7 millions pour ton... Une petite valise, non. Mais par contre, tu peux mettre la balle dans le camp de Chris McSorley. Et si tu le fais venir, Center Ice, il vient pas. Ouais, en fait, la pression... Je comprends, tu l'accules un petit peu parce que lui, en fin communicateur, il se dit « Ouais, je peux pas refuser. » Donc, Puis en même temps... Il se dit « Ils ont bien joué le coup parce qu'ils se mettent dans la peau du gentil. » Donc, exactement. Ouais. Et là, moi, je trouve que c'est une occasion de manquer. Et après, cette histoire... Tu la connais pas, je la connais pas. Moi, je lis beaucoup la Tribune de Genève, qui est très bien informée sur ce dossier-là et qui en parle très souvent. Et je vous conseille de les lire en tout cas sur ce sujet, sur d'autres sujets aussi d'ailleurs. Mais voilà, c'est finalement une histoire privée ou semi-publique, disons, qui est devenue publique par la force des choses. Mais à ce moment-là, tu dois presque mettre ça de côté et te dire, ok, on est là parce que Chris McSorley, donc on lui rend hommage. Et on passe à autre chose. Et finalement, c'est le meilleur moyen de bien s'en sortir. Mais je me fais la même réflexion pour Benjamin Antonietti, qui est revenu dans l'anonymat le plus total à Lausanne. Ouais. C'est presque un peu dommage. Moi, là aussi, je me dis, le gars, c'est un des 2 seuls joueurs du Lausanne HC qui a fait plus de 500 matchs dans cette équipe. Il aurait mérité un petit quelque chose. Et il n'a rien eu. Et là aussi, oui, il y a la présentation de l'équipe. Peut-être qu'au match 2, ça va se faire, etc. Mais...
Et ben voilà, je suis en train de faire mon édito de ma newsletter là, en ce moment. Mais Raphaël Diaz qui revient à Zug, et là aussi, c'est comme si de rien n'était, alors qu'il a donné le titre. Il a participé activement au titre de Zug, premier titre depuis 1998. Et là aussi, je me dis, mais Moi, il y avait Daniel Schneider, hein, donc que tu devais fleurir. Ouais, non, mais je comprends. tu peux faire les deux. Hein. Tu fais, Ouais, mais il y en a un qui joue, qui est dans son match, machin, et l'autre qui vraiment peut arriver là en claquette chaussette, hein, tranquille. tu peux le faire à la fin du match. Hein. À la fin du match, Ouais, vu ouais. que tu as eu Mais Schneider les gens avant. partent et tout. Je suis d'accord, mais Mais moi, je trouve que les 3 cas sont un peu dommages. Et ouais, je sais pas, je me dis que ce manque de reconnaissance-là, ça m'a marqué que les 3 viennent finalement successivement cette semaine. ça, c'est un truc que les Nord-Américains. Alors, on peut critiquer plein de choses parce qu'on ne veut pas l'américanisation du truc, mais ils sont quand même hyper bons pour dire merci, à en faire des caisses. Alors, ça, c'est clair. Faire hein. des grands films avec Mais des oui. musiques de Titanic et de films. Ça, te ils fais sont pas chialer. Titanic, du coup. Des grandes musiques de films, ils sont forts. T'es en train de chialer à moitié en regardant les highlights, mais ils arrivent à te... Ouais, c'est ce côté un peu hollywoodien qui fait que tu te dis, ils sont forts, ces couillons, quoi. Et ça, s'inspirer un petit peu, et le faire à la rigueur, à la Suisse. Tu le fais à la zougoise, tu le fais à la lausannoise, tu le fais à la genevoise, tu le fais à ta sauce, il n'y a pas de problème. Mais d'avoir la présence d'esprit et le truc pour... Ouais, juste dire merci, c'est vrai que... Ça nous parle assez, ce genre de Puis choses. du coup, à la fin du match, qu'est-ce qui se passe? Chris Maxwell dit, j'ai été déçu, le club m'a déçu. Puis du coup, C'est lui qui gagne, en fait, l'adhésion. L'histoire est renversée. Tandis que s'il va, admettons qu'il n'aille pas chercher son truc, bah, c'est lui qui passe pour le méchant. Et bref, voilà. Ouais, mais est-ce que Patémon passe pour le méchant après ces quelques défaites? Non, mais on avait dit... Ah, retour au sport, là. Voilà, on avait dit que ce serait peut-être compliqué aussi pour Genève. Finaliste la saison dernière. Et malgré tout, ben, voilà, il manque quelques pièces. On avait assez glosé sur le fait qu'il manquait 43 goals avec les départs de Fer et de Omark. Finalement, Omark, on sait qu'il reviendra en tout cas pas cette saison. Fer, il y avait un peu ce côté Je sais pas. porte ouverte et tout, et je me suis dit, je crois, j'ai vu des gens qui se sont amusés sur Twitter parce que le maire de Bienne s'appelle Eric Fer, Oui. mais avec un H de plus à son prénom, si je dis pas de bêtises. Ouais. Et ce qui s'est fait taguer aussi en disant, enfin, c'est un peu la petite blague récurrente. Est-ce que Eric Fer, donc le vrai, hein, on va dire plutôt le joueur, est-ce que tu le vois hein Moi, j'arrive juste pas à me dire que si Marc-Antoine Pouliot obtient son passeport suisse, ça pourrait pas être une bonne solution. Mais je sais pas, est-ce qu'il a décidé de continuer? Est-ce qu'il va arrêter? Est-ce qu'il est en forme? Est-ce qu'il est out of shape? Voilà, j'en sais rien. Mais oui, moi, je trouve que c'est une piste qui peut être crédible le moment venu. Maintenant, Pouliot étant blessé, est-ce que ça pourrait activer? Est-ce que le moment venu, c'est maintenant ou pas? C'est un peu ça. Je pense pas. Mais on peut se laisser surprendre suivant aussi l'évolution de la blessure de Marc-Antoine Pouliot. Peut-être qu'il est bientôt de retour. Et si les 4 étrangers sont là, il n'y a pas besoin de trop réfléchir, disons. Mais en l'état, non. Après, laissons-nous surprendre au moment où l'administration genevoise aura fait son travail. Troisième club que l'on va passer sous la loupe, c'est Fribourg. On enchaînera ensuite avec Lausanne. Ça tombe bien, justement, pourquoi on les a mis ensemble? Parce que il y avait le match mardi soir. Et dans le théorème, Fribourg reste, malgré tout, même s'ils ont fait 2 points sur ces 4 derniers matchs, reste sur 4 défaites. Donc, il y a quand même quelque chose de... C'est quoi? Quelque chose de pourri dans mon royaume, disait Hamlet. Et il y a un petit souci quand même avec Fribourg en ce moment. J'ai écrit aussi que autant le marbre a été commandé à Carrare Attention. pour la statue de Julien Sprunger, ça c'est clair. Mais ça fait plusieurs années qu'il a été commandé. Donc Oui. la commande sera honorée quand il faudra. Parce que c'est de nouveau lui qui marque les 2 buts mardi soir. À un moment, si tu dois chaque fois t'appuyer sur ton capitaine qui continue de vieillir, on va dire, même s'il est toujours dominant, c'est qu'il y a aussi un souci, c'est qu'il faut que tu peux pas constamment te reposer sur Sprunger, finalement. Complètement d'accord.
Fribourg, ce match était pas bon. On va être clair. Contre Lausanne, c'était vraiment pas un bon match, moi j'ai trouvé. Et Lausanne était bon, on y viendra. On parlera de l'aspect lausannois juste après. Concentrons-nous sur Fribourg. Fribourg, c'est assez compliqué parce que si tu regardes les 4 dernières défaites, moi je mets celle d'Ambry à part, dans le sens où c'est un contexte particulier. Et cette soirée était spéciale avec l'ouverture de la patinoire. Je la comparerais, je la mettrais pas dans le lot. Par contre, Bienne, il y a eu l'effondrement de fin de match, mais tu mènes 3-0 après 50 minutes. Et je me suis demandé ce soir-là si ça allait pas leur faire mal à la tronche. Match d'après, ils font un excellent match à Zug. Certes, défaite après prolongation. Mais il n'y a rien de. Mais ce soir-là, c'est Fribourg la meilleure équipe sur la glace. Ils doivent le gagner en 60, à mon avis, celui-ci. Ou en tout cas, revenir avec 2 points lors de la prolonge si les pourcentages de probabilité de victoire sont respectés, disons. Et avant le match de Lausanne, tu dis, ok, 3 défaites, certes, mais il y a 2 points. Il y a eu un bon match à Zug. Bien, t'es pas loin de. Tu dois le gagner. Enfin, Fribourg doit jamais perdre ce match. Ouais, complètement. Et là, il y a ce blackout contre Lausanne. Moi, j'ai vraiment pas trouvé que c'était un bon match. Fribourg s'en sort bien après un tiers-temps d'être à 1-1. Berra a fait 2-3 gros arrêts. Ouais. Stéphane était très bon aussi, mais encore une fois, on y viendra un petit peu plus tard. Et voilà, j'arrive pas à savoir où situer Fribourg-Gotteron en ce début de saison. Dans le sens où, si je regarde, si cet épisode avait été enregistré après le match contre Zug, je dirais, c'est solide, ça tient bien la route, défensivement, ils étaient bons, la montée du puck était globalement toujours juste. Diaz, il amène énormément derrière. Si on regarde en termes de statistiques avancées, Diaz est sur 66% du temps lorsqu'il est sur la glace. Fribourg crée de l'offensive tout le temps. Et c'est vraiment impressionnant. Il donne une sérénité à cette équipe défensivement c'est ce qui pouvait manquer à Fribourg-Gotteron. Et là, ça enregistre après ce mauvais match contre Lausanne. Du coup, on ne sait plus quoi dire. C'est terrible. Diaz n'a pas été très bon. Diaz n'a pas été très bon déjà. Je me suis posé la question, est-ce que c'est lui qui est responsable sur le 4-1 de Berchi, qui est un peu celui qui te coupe les jambes, parce que c'est sûr, Lausanne vient de mettre assez rapidement le 2-1 et le 3-1. Oui. Et il y a ce débordement de Berchi qui inscrit le 4-1 en infériorité numérique. Du coup, Fribourg, il y a Eren qui est à la pointe, mais est-ce que je peux lui imputer le truc? J'avoue qu'au niveau des assignations de qui il fallait prendre et tout, j'ai l'impression que Diaz se retourne à un moment un peu lentement finalement, et que ça donne à Berchi, qui n'est pas le joueur le plus lent de la National League, ce temps supplémentaire, même s'il en fait, Diaz a réussi à le mettre sur le côté. Est-ce que ce but, il est un petit peu pour Berra aussi? Je sais pas trop. Ce qui est un fait, c'est qu'il y a une conjonction de tout ça et que ça fait 4-1, et que là, Fribourg sent bien que ils ont raté le coche. Donc, Christian Dubé avait mis, je sais pas si c'était le premier match, peut-être pas, mais a changé ses paires défensives depuis le début de la saison. On avait longtemps sous terre avec Gunderson. Maintenant, on a de nouveau Chavaya avec Comme Gunderson. La saison dernière. Ouais. Voilà. Et puis, on avait Fourer avec Diaz, et maintenant, on a Benoît Yecker avec Diaz. Donc, on sent bien aussi que Christian Dubé, qui est un coach qui est assez réactif, qui ne laisse pas trop traîner quand un truc lui semble pas aller dans le bon sens. Voilà, là, il y a visiblement, selon lui, quelque chose qui n'allait pas dans le bon sens. Et du coup, c'est Fourer et Souter qui se retrouvent en 3e ligne. Moi, ce qui m'a un petit peu surpris, alors déjà, Gunderson et Diaz sont sur tous les goals de Lausanne à peu près. Diaz est sur 4 buts, et 4 buts sur la glace, et Gunderson 3. Lausanne marque 4 buts à égalité numérique, 1 en box-play. Là aussi, ça fait un petit peu chenille. Et moi, ce qui m'étonne un peu, c'est que Gunderson et Diaz doivent beaucoup jouer en box-play. Je me dis que tu dois pouvoir être capable d'avoir, pas Ryan Gunderson en tout cas. Diaz, je peux entendre, mais Gunderson, tu dois pas l'avoir 2 minutes sur la glace en box-play. Et il doit y avoir d'autres joueurs qui sont capables de prendre ces minutes-là, ce qui te permettra à Gunderson, qui a été correct, hein, il a pas été mauvais contre Lausanne, j'ai trouvé en tout cas. Mais tu dois pouvoir lui donner un petit peu de répit à ce moment-là, lorsqu'il y a le power-play adverse. Et oui, défensivement, jusqu'à ce match-là, il n'y avait pas grand-chose à dire. Là, il commence à y avoir 2-3 choses à dire. Berra, là, je l'ai
il a pas été. Il a été bon, il a tenu son équipe dans le match à un moment, mais après, il était souvent un petit peu abandonné. Et Fribourg s'est trouvé un peu face à une équipe aussi. On parle souvent de l'équipe, de la comparaison de la bouteille de ketchup. Lausanne, et on en reviendra après, était très bon depuis le début de saison, hormis un vrai mauvais match. Mais là, contre Fribourg, ce qui ne rentrait pas les matchs précédents est rentré là. Je suis pas en train de dire que Fribourg méritait mieux que ça. Je pense que Fribourg méritait pas mieux que cette défaite-là. Mais là, ça fait 4 de suite au moment de te rendre à Genève. Et si on se projette un tout petit peu, Fribourg va à Genève et reçoit Zurich dans son back-to-back du week-end. C'est compliqué. Le musée des horreurs au Vernet de Fribourg-Gotteron, on commence à le connaître. Et même si Genève est un petit peu diminué, c'est souvent compliqué là-bas pour eux. Peu importe le coach, peu importe globalement, c'est compliqué pour Fribourg à Genève. Et le lendemain, tu reviens à la maison avec Zurich en face. C'est vraiment une zone de turbulence actuellement pour Fribourg, alors que le début de saison était censé être assez bon, j'avais trouvé, notamment avec une belle victoire à Berne. Une prestation correcte contre Berne pendant une 50aine de minutes avant de s'effondrer. Contre Bienne, ouais. Contre Bienne, pardon. Et puis Rapperswil aussi, c'était pas extraordinaire, mais ils avaient gagné. Alors là, pour le coup, ils avaient réussi, et pourtant ils avaient encaissé le 1-1 à la 57-58e. Mais hop, tu arrives, grâce au powerplay, à faire le petit pas supplémentaire pour aller chercher ta victoire. Et là, on a vu aussi que Christian Dubé a décidé de descendre de Brodin avec Bikoff et Di Domenico. Je n'ai pas été complètement convaincu par cette ligne. Sprunger en première ligne avec Desharnais et Motet, ça a fonctionné. Je me posais la question sur les pattes de Julien Sprunger. Est-ce que ça allait suivre Motet et Desharnais, qui sont quand même des joueurs qui vont assez rapidement vers l'avant. Ça ne m'a pas choqué, disons. Mais voilà, tu te retrouves, mais on va pas taper toutes les semaines sur Eren Rossi sur Yannick Eren surtout. Mais là, de nouveau, Yannick Eren, il joue 12 minutes. Tu sais, c'est le secondary scoring, on va dire, à la rigueur. Des fois, le secondary scoring, c'était Julien Sprunger, parce qu'il n'était pas dans les 2 premiers trios. Alors, du coup, il pouvait l'amener là. Là, s'il passe dans les 2 premiers trios, on s'attend à ce que d'autres, ils ont le droit de prendre aussi ce leadership. Et c'est vrai que Brodin... là aussi, on devrait pas. On peut encore se permettre de comparer avec l'histoire de Stolberg. Un moment, il faudra arrêter parce que, ma foi, c'est comme ça. Il a pris sa retraite, donc voilà, et il fallait faire un choix et tout. Mais Brodin, c'est aussi un petit peu plus compliqué ce qu'il amène le côté un peu physique. C'est très bien. Mais malheureusement, encore en Suisse, on attend à ce que. On voit Lausanne avec un Varon qui a été mis un peu sur la touche. Voilà, quand ça marche pas, les étrangers, il n'y a pas de miracle. Et peut-être quand on passera à 5, peut-être à 6, on sera un poil plus indulgent. Mais à 4 étrangers, on est quand même toujours obligé de les pointer du doigt, en tout cas de les regarder avec un petit peu plus de précaution finalement. On les yeux plus, quoi. C'est comme ça. Moi, il y a une stat qui me chatouille, on va dire, concernant Fribourg-Gotteron. Sur les 3 derniers matchs, Fribourg-Gotteron on a mis 3 à Bienne, on a mis 1 à Zug et on a mis 2 contre Lausanne. Ouais. Ça fait 6 buts en 3 matchs. Sur ces 6 buts, il y en a 5 qui ont été marqués en powerplay. Et donc, ça veut dire que sur les 180 et quelques, vu qu'il y a eu une prolongation contre Zug et contre Bienne, à peu près 185-186 minutes de jeu, il y a un but à 5 contre 5 pour Fribourg-Gotteron. Ouais, puis c'est souvent ça le baromètre d'une équipe qui va pas trop mal aussi. Hein. Je trouve qu'à 5 contre 5, Fribourg, c'est compliqué. Ouais. Et, alors, ils peuvent au moins se dire que leur powerplay est très bon. C'est aussi un baromètre finalement. Bien sûr. Le baromètre du powerplay ne vaut que si à 5 contre 5, tu fais jeu égal avec ton adversaire. Le powerplay va te donner le petit coup de boost pour passer. Par contre, lorsque face à Lausanne, ton 5 contre 5, tu es à 0,4 parce que Lausanne a mis 4 buts à 5 contre 5. Là, ton powerplay peut être aussi bon que tu veux. Tu perds quand même, de toute façon. Et c'est ce jeu à 5 contre 5 qui est finalement, à mon avis, le plus gros problème de Fribourg-Gotteron en ce moment. Et comment faire pour justement changer ça ? J'ai pas la réponse. Honnêtement, j'ai pas la réponse. Alors, est-ce que les changements de ligne, c'en est une ? Peut-être. Mais au bout d'un moment, Mathias Rossi joue moins de 10 minutes, Eren il joue 11 minutes. Est-ce que ces joueurs-là, comme tu dis, c'est eux qui devraient pouvoir être à 12 ou 14 buts sur la saison ? Là, ils en sont très très loin actuellement. Schmidt-Marchand, enfin tu vois, Marchand qui était très bien aussi, mais c'est pas à lui, de nouveau.
c'est simplement qu'il a marqué des points en début de saison, en tout début de saison, et puis qu'il était lancé. Il avait aussi été bon en Champions League. Donc, mais c'est pas à lui. On peut pas le pointer du doigt. C'est pas lui qui doit faire cet effort-là. On a cité Rossi, on a cité Aaron. Je pense que ouais, peut-être Sandro Schmidt, peut-être aussi un petit peu plus. C'est vrai moi j'attendais un peu plus parce que je me souviens du Sandro Schmidt qui était un peu insouciant quand il est arrivé. Il avait joué quoi? On va dire à partir du mois de janvier. Il était parti en Ajoie, il était revenu, puis on était là, waouh, il est bien. Puis après, il avait commencé sa saison avec Di Domenico et Aaron, si je dis pas de bêtises, hein, sur une ligne. Ça marchait aussi pas mal. Puis après, il a un peu plus rentré dans le rang. Donc, Sandro Schmidt, si on fait cette analogie avec le sport nord-américain et notamment le basket, souvent on parle du rookie wall, donc en fait ce mur, ou en tout cas tout d'un coup l'insouciance, le fait que les joueurs te connaissent pas trop, les adversaires, et puis le fait que tu joues un petit peu sur tes qualités, puis que ça passe, tu arrives à créer des choses, puis à un moment, bah voilà, tu es établi dans la ligue, les autres te connaissent, tu dois arriver à trouver un autre moyen de franchir et de passer ce qui peut être un mur, un parapet ou bien une immense muraille. Le Smirnoff's Wall. Exactement. Aussi, il l'a aussi ramassé très très fort et derrière c'est devenu compliqué. Et moi j'espère, on adore, on l'a toujours dit qu'on adorait ces jeunes, donc de les voir après être capable de, ah ouais, il a enfin trouvé la façon de ce qui passait au tout début passe plus. Bah, il a réussi à trouver le moyen de marquer des buts, de faire des passes et tout, et parce que c'est des joueurs qui ont du talent, il n'y a pas de souci. On n'est pas en train de dire que tout d'un coup, on s'est trompé dans l'évaluation, on pensait que Sandro Schmidt, ce serait un super joueur, finalement, non, il est pas bon. Mais voilà, il est en 4e ligne, ou en tout cas sur ce qui correspond à une ligne du bottom 6. À lui de faire en sorte qu'il puisse peut-être revenir un peu plus haut dans l'alignement. Exactement, mais après voilà, il joue pas de powerplay, il joue presque 3 minutes en box-play par contre, donc il est fiable défensivement, Sandro Schmidt, j'ai l'impression. Offensivement, c'est vrai que tu en attends un petit peu plus, et il manque un peu de punch offensif, mais ça on le disait avant la saison, qui pour marquer des buts à Fribourg-Gotteron, ben là on en est en plein dedans. Il y a des profils pourtant. Bien sûr, Di Domenico, il peut mettre 15-17 buts. Non mais Rossi et Aaron, c'est des profils de joueurs qui ont déjà réussi, qui ont été engagés plutôt pour ce genre de choses, quoi. On les attend pas comme des créateurs, on aimerait quand même qu'ils plantent, par exemple. Et Yannick Eren, c'est un vrai problème. Comment tu peux espérer que... En fait, la question va dans les deux sens. Yannick Eren ne produit pas ou peu s'il n'est pas dans une ligne très offensive, c'est son jeu. Mais quand il est dans une ligne très offensive, il produit pas vraiment. Du coup, tu peux pas l'y laisser, parce que sinon tu t'affaiblis. Et en fait, c'est le dilemme que doit régler Christian Dubé actuellement. C'est comment faire pour utiliser Yannick Eren. On rappelle quand même que l'année passée, il met 11 buts et 11 passes décisives, 22 points. C'était sa deuxième meilleure saison en carrière en termes de points par match. Il avait fait une saison à 36 points en 16-17. Là, c'est 5 matchs, 0 points, 0 assist, 0 but, rien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vu que tu as de toute façon un petit peu de peine dans ton jeu à 5 contre 5, il faut changer quelque chose. Est-ce que tu montes Yannick Eren dans ta première ou deuxième ligne en te disant c'est pas une récompense, bien au contraire, c'est un... t'es en train de te noyer, tiens une bouée, essaie de la rattraper. C'est plutôt dans ce sens-là que moi je verrais une promotion entre guillemets Yannick Eren sur une des deux premières lignes. Parce qu'il y a eu le bâton des tribunes, voilà. Et là c'est un peu une sorte de petite carotte. Ouais, c'est une bouée, parce que vraiment, ouais. Au bout d'un moment, mais après là, s'il prend pas cette bouée là, au bout d'un moment tu dis je suis désolé, mais ça va pas pouvoir. Mine de rien, il y a encore 2 ans de contrat. Hein. Ouais. Donc ça, là encore aussi, une année après celle-ci. Ouais, c'est ça. Donc ouais, c'est là pour le coup, on avait quand même aussi un peu des doutes sur le contrat. Hein. Ça faisait partie de certains contrats. On un peu hausser les sourcils. Là pour l'instant, ça va pas tellement pour dire. Le problème, c'est que là, le directeur sportif Christian Dubé et l'entraîneur Christian Dubé doivent trouver une solution. Est-ce que le directeur sportif va devoir trouver une solution en s'en séparant d'une manière ou d'une autre? Mais ça va être chaud. Hein. Mais ça va être compliqué, parce que Fribourg n'a pas la profondeur pour faire une Lausanne HC, par exemple, et dire Josh Jarry, pas de problème, tu rachètes ton contrat, on trouve un deal, ou enfin on déchire le papier. Si papier il y a, on le déchire et va à Genève, signe un nouveau contrat, nous on est OK.
Mais Fribourg n'a pas ces 14 ou 15 attaquants qui peuvent jouer en National League. Et donc, est-ce que c'est un... Et qui est intéressé? Il faudrait presque Et un là. trade finalement d'un joueur qui va pas très bien dans son environnement et lui qui va pas très bien dans son environnement. Puis voilà, on essaye de provoquer un électrochoc des deux côtés, mais il y a ce prix qui peut en rebuter certains, quoi. Exactement, sauf si tout le monde paye son salaire. Tu sais, si tu l'échanges contre un autre joueur ailleurs, mais que chacun continue de payer son joueur, Ouais. ce qui arrive assez régulièrement, c'est une option. Mais toujours est-il que d'une manière ou d'une autre, la situation avec un Yannick Eren qui patine à rebours tout le temps sur une 4e ligne est pas viable sur le long terme. Et est-ce que finalement, soit tu le montes, et soit tu le mets en tribune, mais là il sert pas à grand-chose. Quatrième club, Lausanne. Transition, on vous l'avait dit, parce que mardi, il y avait Fribourg-Lausanne. Un Lausanne Hockey Club qui, après 5 matchs, est toujours avant-dernier du classement avec 5 points. Mais alors, dans le genre, ça ne reflète pas forcément la valeur de l'équipe. Je pense qu'on est clair là-dessus. Ce Lausanne Hockey Club vaut nettement mieux que ce classement actuel. En plus, ça devient un peu débile parce qu'il y a des tas d'équipes qui sont à 6 points devant. Et puis même, avec 8 points, on passe tout de suite dans le top 6. Donc, il y a quand même quelque chose qui va pas trop mal. Mais c'est drôle parce que si Lausanne avait perdu, on aurait été plus circonspect malgré quand même un jeu qui était pas dégueu. Mm-hmm. Puis là, on se dit, finalement, le jeu était pas dégueu et ils ont pris le meilleur sur Fribourg. Et il y avait, comme tu l'as dit avant, il n'y avait pas grand-chose à dire avec 4 buts, notamment à 5 contre 5 et 1 à 4 contre 5. On sait que leur powerplay est un gros souci en ce moment. C'est un chantier. Mais là, c'est le chantier du siècle. Hein. C'est, je sais pas, c'est un immense viaduc. On a l'impression. Mais ça fait quand même 5-2. Et ces buts à 5 contre 5, important. Puis moi, j'ai un peu titré là-dessus et fait un papier là-dessus. D'ailleurs, je l'ai partagé sur le groupe Facebook. Pour moi, c'était la simplicité. Et puis, c'est un peu le truc. Tu vois les gars en tribune faire « Mais shoot ! Mais fais comme ci, mais fais comme ça !» Puis, joue plus simple. On a l'impression que c'est un peu les théories de femmes saoules qu'on trouve dans les gradins. Mais que finalement, elles sont toutes basées sur un truc assez basique de dire « Ouais, mais on voit un petit shoot et le goal de Jäger, par exemple, le 3-1, il est comme ça. Il y a du trafic devant le but. Berra peut pas voir partir forcément bien le shoot. Il y a tellement de monde devant. Il y a tellement de risques d'une déviation. Et puis là, ça finit au fond. Tu vas créer un peu de trafic devant le goal. Le 2-1 Dria, il est un peu comme ça. Donc, ouais, ils ont réussi à appliquer le schéma un peu de base, de dire, voilà, joue simple, te complique pas la vie, lance au goal, et puis tu seras récompensé. Puis j'ai l'impression que c'était un peu one-on-one, quoi. C'était comme ça. Ouais, si on regarde le début de saison de Lausanne, il est pas mauvais dans le fond. Parce que la défaite 3-1 à Zug, tu rejoues 100 fois le match, ils le gagnent 80 fois, je pense. Ce match-là, ils étaient... Ouais, ou alors ils vont en prolongation, à la rigueur. Exactement. Le match contre Genève, on y était les deux. C'était bon. Dans le contenu... Ils auraient dû être mieux payés dans le sens où ils auraient dû avoir les 3 points plutôt que 2 points. Donc. Bien sûr. Je parlais de bouteille de ketchup avant, c'est vraiment ça, quoi. C'est qu'ils méritaient de marquer plus de buts. Puis tu dis que à ce moment-là, dans le déroulé de la saison, tu dis, bon, le match à Bienne, c'était un peu moyen. Zug, c'était solide. Là, Genève, c'est un peu un statement. Ok, c'est un vrai bon match. La saison est lancée. Puis le lendemain, boum, match à Rapperswil 5-1. La cata. Ouais. Et je parlais avant de timing au moment de l'enregistrement de l'épisode. Ça aurait été difficile à ce moment-là de parler du bon fond de jeu lausannois parce qu'ils viennent de se prendre une tôle à Rapperswil. Et oui, avant contre Genève, c'était correct. C'était bon. Oui, avant contre Zug, dans le fond, c'était correct, voire bon. Là, c'était vraiment une plantée. Et ce match à Fribourg, il était un peu coup près, dans le sens... Lausanne était dernier avant ce match-là. Mm-hmm. S'il donne 3 points à Fribourg s'envole déjà et Lausanne serait resté à sa dernière place. Ça aurait fait 5 matchs, 2 points. La barre aurait déjà été à 11. Tu te mets directement une course à handicap. Oui, surtout qu'on sait qu'il faut
faire ses points. Enfin, c'est vraiment la récurrence, mais on va dire c'est l'expérience de la National League. C'est que les 20 points de Bien à l'heure actuelle, les 20 points sur 21 possibles, tu les leur enlèveras pas. Et du coup, ils ont quand même, à moins d'un effondrement, puis on dit chaque fois à moins de, puis ça se passe en général pas, on est d'accord. Bien, il y a de bonnes chances, top 6, je sais pas, mais ça sent pas trop mauvais pour l'instant. Donc, et de démarrer par mine de rien, 2 points sur 15 possibles, c'est moyen. Là, au moins. Complètement. Mais là, voilà, l'interview de John Foust après le match où il dit mais sur le fond, moi, j'avais pas grand-chose à reprocher à mes joueurs à part le fait de pas marquer. Et c'était un peu le refrain de ce début de saison. Ouais, mais Giannini, il avait été terriblement fort. Oui, mais Gauthier Desclous, il avait été très, très bon. C'était vrai. Dans le fond, c'était vrai. Mais au bout d'un moment, c'est pas toujours le gardien adverse qui fait le match de sa vie. C'est de temps en temps toi qui fais pas forcément ce qu'il faut au moment de marquer le but, d'avoir cette espèce d'instinct de tueur, on va dire. Et là, contre Fribourg, ça a déroulé, disons. Et je pense que Lausanne, c'est un peu cette équipe-là qui va un soir être capable de dérouler. Puis ce que Lausanne fait à Fribourg, c'est du bon jeu. Ils sont à l'extérieur, donc tu t'attends pas non plus à ce qu'ils soient flamboyants pendant 60 minutes, mais c'était vraiment très solide. Et moi, j'aime bien voir certaines équipes un peu dans l'adversité. L'adversité, c'est quoi ? C'est quand tu es mené 2-0 à Rapperswil. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Justement, pas grand-chose. Ouais. Et là, à Fribourg ouvre la marque, directement Lausanne a réagi. Et quand Lausanne mène 4-1, Fribourg revient à 4-2. Là, il y a un petit moment de pression et directement, ils mettent le 5-2. Exact. Et moi, finalement, au-delà de la victoire qui est belle, moi, je trouve que c'est ces deux moments-là qui sont assez intéressants pour la construction d'équipe. Parce que justement, on a parlé toute la saison dernière du fait que c'était pas forcément une équipe. Peter Svoboda, dans une interview à 24 heures, dit plus ou moins la même chose. Donc, il faut croire qu'on disait pas tout faux la saison dernière. Mm-hmm. Là, ils sont en train de construire quelque chose. Il y a eu beaucoup de changements durant l'été. L'équipe est arrivée au complet assez tard. Et là, ils sont en train de le construire. Et c'est dans des moments comme ça où tu dis, OK, en équipe, on a réussi à passer, à gagner un match où il y a eu deux moments tendus. Et ces deux moments tendus, on les a parfaitement négociés. Et ça, c'est hyper important. Parce que aussi, on avait, je l'ai mentionné avant, le fait que Varone était dans les tribunes, parce que c'était aussi le retour de Marc Barberio dans l'alignement après ses matchs de suspension qui dataient de la saison passée des playoffs contre Zurich. Et honnêtement, de voir Genadzi mis en 7e défenseur, d'avoir un top 6 avec 2 défenseurs étrangers, comme Gernat et Barberio, c'est un peu... quand tu n'arrives pas à marquer beaucoup de buts, ça chatouille un petit peu, ça titille notre curiosité. J'ai envie de dire que c'est pas de base ce qu'on aurait fait, même si on sait bien que c'est pas parce que tu mets Barberio et que tu enlèves Varone que tu perds en potentiel offensif. Lausanne l'a en plus prouvé, mais même avant ce match, parce que je trouve en plus qu'à Lausanne, sous John Foust, en tout cas en ce début de saison, les défenseurs ont plus d'impact dans le jeu à 5 contre 5 et qu'on ne se contente pas de mettre le puck au fond ou de faire une première passe, puis après on laisse, on va dire, Malguin, Gibbons, Hudon faire leur petite magie en zone offensive, et puis nous derrière on est là pour éventuellement empêcher qu'il y ait des goals qui soient encaissés. Glauser monte souvent, Gernat se retrouve, à tel point que des fois, et c'était notamment le but contre Genève, je me suis dit heureusement que Gernat marque ce goal, parce qu'ils étaient 4 devant le filet, et s'il y a un arrêt des clous et que le puck repart dans l'autre sens, c'est un 2 contre 1 quasiment assuré. Et souvent, il s'est passé ça avec, quand le défenseur monte, il faut encore que, je pense, ils doivent encore entraîner un peu ça. Quel est l'attaquant qui va prendre la position en disant, j'en ai parlé avec Maxime Leroux, j'ai pas encore sorti mon interview avec lui, mais il m'expliquait que c'était très clair à Zurich. Quand il monte, lui, ils savent exactement quel est l'attaquant qui prend la place, qui prend sa place en défense pour qu'il n'y ait pas de trou laissé. Et là, des fois, c'est un peu à l'abordage, Lausanne. Je me suis surpris, et je crois que c'est John Foust qui nous disait, on a aussi minimisé les erreurs aux lignes bleues, que ce soit à la ligne bleue adverse ou à la nôtre, en faisant des fois des passes.
tu parlais de high scoring chances. Ben, des fois, j'ai un peu l'impression qu'il y avait des passes à haut risque. Et que si ça passe, c'est très bien. La transition défenseur à défenseur, un peu de manière presque mécanique, exactement. Je dois faire comme ça. Et plus, les défenseurs à Lausanne ont à peu près tous la capacité de faire soit une bonne passe, soit de pouvoir appuyer l'attaque. Mais ça rend le jeu un peu plus dangereux. Et là, contre Fribourg, le fait d'avoir 2 défenseurs étrangers n'a pas prétérité l'offensive, bien au contraire. Dans les points un peu moins reluisants, il y aurait Benjamin Baumgartner. C'est ça. C'est un peu facile de le mettre en avant, mais c'est 5 matchs, 0 points. Et on parlait avant de rôle dans lequel tu peux être mis pour performer ou non. J'ai pas l'impression que Benjamin Baumgartner soit caché au bout de l'alignement, bien au contraire. Là, il était avec Berchi sur ce match-là, par exemple, sur une deuxième ligne. Pour l'instant, il peine un petit peu à trouver son rythme. Berchi au centre, on l'a rarement vu avec Lausanne au centre, on l'a souvent vu avec l'équipe de Suisse. Mais là, finalement, je me suis demandé pourquoi pas mettre Baumgartner à cette place. Alors oui, je sais, c'est ma marotte, Baumgartner au centre, je sais. Mais j'aimerais voir... Benjamin Baumgartner au centre, Grégory Beau, Tokyo. C'est un peu ça. Et j'aimerais bien le voir jouer au centre. Et c'est toujours pas le cas. À Rapperswil, il joue avec Berchi qui était sur une autre aile et Varon au centre. Là, il enlève Varon. Pourquoi pas mettre Baumgartner là, puis tu trouves quelqu'un à mettre à sa gauche, un Canins par exemple. Mais voilà, il va falloir trouver un moyen que ce joueur performe. Après, tu me diras, ils sortent d'une période en termes de points qui n'est pas franchement faste, parce qu'ils ont un point par match sur 5 matchs, c'est pas Byzance. Mais en termes de contenu, je pense qu'on l'a déjà suffisamment dit. Globalement, c'est correct. Si en plus tu sais que tu as un petit peu de mou derrière qui peut t'amener justement cette deuxième vague dans le scoring, c'est assez précieux, disons. Il y a aussi quelque chose de positif, c'est que Lausanne cherche buteur désespérément, un peu en ce début de saison, et finalement qui marque, c'est Ria, c'est Fuchs, c'est Berchi. Ria débloque son compteur, il était engagé pour ça, donc quand tout d'un coup ton joueur suisse qui a un peu remplacé, on va dire numériquement, un Malguin, marque des buts, c'est vraiment hyper positif. Berchi aussi, mais tu sais ce que tu as. Fuchs, il a marqué le but en prolongation contre Genève. Là, il met le 5-2 de fort belle manière en plus, pour en gros dire voilà, c'est bon, on a gagné. Toujours important, il y a encore une chose que j'aimerais relever, mais là aussi, je ne sais pas si c'est une marotte Colfax, mais le boulot de Corey Emerton... il se plante sur le 1-0 quand même de Fribourg en sortant de la zone. Quelqu'un m'a écrit en me disant « Il faut arrêter de dire qu'il fait tout juste, regarde !» J'ai dit « Ah ouais, bon, d'accord, c'est vrai, on le dira. » Mais là, en plus, ils sont partis à 3, ils étaient en box-play, ils sont partis à 3 pour chasser le puck, puis ils n'ont pas eu de bol, le machin s'est mal dégagé, et puis ça s'est mal goupillé, hein, comme dirait Merlin. Et puis, mais Emerton... très efficace quand tu sais que, de nouveau, tu pars un peu toujours comme le 5e étranger ou la 5e roue du char, et puis finalement, aux engagements, il fait un 9-9, donc il est à 50%, mais au-delà de ça, il joue juste, quoi. Il amène quelque chose, c'est dingue comme ce joueur peut être précieux, et finalement, mais il n'est pas flashy. Donc, non, vraiment pas. Donc on a l'impression que c'est un peu, il va passer chaque fois sous le radar d'une certaine manière. Ouais, c'est juste. Et à la base, tu te dis, bon, Varon, il vient d'être engagé, c'est un des choix du directoire en place. Au bout de 5 matchs, au bout de 4 matchs, ils vont pas le bencher. Ben si, justement, ils l'ont mis en tribune, alors c'est amené à évoluer, il y aura des périodes de forme, de méforme, de potentielles blessures, et c'est un luxe d'avoir un 5e étranger. Mais au moment où la première fois où il a fallu faire un choix, Emerton était sur la glace et il a mérité d'y être déjà parce que Varon n'est pas terrible depuis le début de saison, mais aussi parce que lui mérite d'être sur la glace, et c'était presque le seul choix à faire. Moi j'avais peur qu'il sorte Emerton, honnêtement. Je me suis dit bon, Gernat il a le casse de top scorer, alors tu me dirais il n'y avait pas beaucoup de buts depuis le début de saison pour Lausanne, mais quand même il était vraiment bon. Barberio, du coup tu viens le mettre sur la glace. C'est catch. Il amène une dimension physique dans cette équipe quand même. Pour l'instant j'avoue pas être complètement convaincu par lui, mais je vois ce qui pourrait amener
si son acclimatation se passe bien et s'il se développe bien, enfin, il se développe, il n'a pas 14 ans le gars, mais si la suite, si sa progression continue, Varane, bah ouais, effectivement, jusqu'à présent, c'était le choix assez évident, mais je me suis posé la question si Emerton allait faire les frais. Par chance, non. Mais Varane, c'est John Foust qui disait hier soir lors de l'entrevue qu'on a eu à la fin du match, on finit pas top scorer de AHL comme ça, par hasard. Sans qualité, ouais. Voilà, et on peut difficilement arguer le contraire. Donc il faudra que, simplement, ça me fait aussi des fois sourire, dire ouais, l'acclimatation, t'es là, oui, d'accord, ok. Et c'est vrai, on avait vu aussi que Gibbons, au début, quand il était venu à Lausanne, c'est pas hyper simple de jouer sur des grandes patinoires. Mais j'ai toujours un peu l'impression que c'est plus compliqué pour des gardiens à cause des angles, que c'est peut-être un petit peu plus difficile pour des défenseurs, parce que bah voilà, il doit apprécier une plus grande surface de jeu, mais que pour les attaquants, comme ils ont un peu plus de surface de jeu justement pour venir faire leur métier, que ça doit moins poser de problèmes. Mais... Dernier point, c'est que je voulais revenir sur le 5-2 de Lausanne. Il y a eu un coach challenge de Fribourg. Saison 8, épisode 314, des quarts d'heure perdus à la vidéo avec des arbitres qui sont avec des loupes en train d'essayer de regarder des images floues et inintéressantes. Et tu sais, dès la première fois où tu vois l'image, tu dis « Ok, on verra rien, arrêtez tout de suite les gars. » Soit on arrête ces conneries d'aller perdre 10 minutes à la vidéo parce que c'est pénible pour tout le monde, soit on fait en sorte que les arbitres puissent faire leur travail. Mais sinon, on décide sur la glace et on arrête d'aller voir la vidéo pour tout et n'importe quoi. Moi, je suis un sponsor, je suis Visilab, par exemple, ou Optique 2000, machin. Tu dis, ce moment vous êtes offert par Optique 2000, parce que si vous prenez nos verres de contact, vous verrez clairement, pas comme cette merde là en ce moment, parce que c'est n'importe quoi. C'est insupportable, on a perdu 10 minutes. Alors nous, on a que ça à faire. Ça zoomait sur des trucs, puis plus tu zoomes, moins tu vois une espèce de gros tas. Ah, ça c'est la ligne bleue, ok, bah alors écoutez, moi je voyais une canne, un patin, Non, c'est Yannick Eren, ah bon, pardon. Non, mais c'est une catastrophe. Et là, ce moment-là, il était lunaire. Nous, on n'a que ça à faire. Nous, qu'on rentre à la maison à 1h du matin ou à 1h08 du matin, c'est complètement égal. Moi, je me dis que les joueurs qui sont en train de se refroidir, tu les vois faire des tours sur la glace, à attendre on va attendre rien parce que tu sais qu'il n'y aura rien. Enfin, c'est vraiment pénible. Et moi, j'arrive pas à comprendre comment on s'entête à aller voir des vidéos sur des hors-jeux. Arrêtons. L'arbitre, il a pris une décision. 9 fois sur 10, ça sert à que dalle parce que les images, elles sont mauvaises. Bah alors, équipons. Et encore une fois, Denis Vaucher l'a dit, non, c'est pas à l'ordre du jour. Voilà. Par contre, on a une petite caméra dans le box-play, le bon de pénalité, notamment à la Vaudoise Arena. C'est des super images, je les aime bien. Voilà, où Berchi, en général, pose sa canne contre la truc, parce que ça l'emmerde, il a pas envie de se faire voir. Donc, très très bien. Tu fous la même, mais de l'autre côté. Ouais, non, mais c'est hallucinant. Ça, sérieux, c'est exactement ça. Tu l'inverses, tu dis, bon, ben voilà, on l'a mis là, on peut le mettre de l'autre côté. Il y a le réseau pour des caméras pour le faire. C'est un faux. C'est la pire excuse que tu peux trouver de dire, ah non, parce que on sait, on va dire, on prend galaxus.ch, puis on regarde combien coûte une GoPro. GoPro Wi-Fi, ça coûte tant. Je tiens à préciser qu'on n'est payé par aucune de toutes les marques que vient de nommer Jean-Fred, parce qu'il y en a eu, je crois, 5 en moins de 36 secondes. Exact. On n'a rien touché de tout ça. Hein. Malheureusement. Mais blague à part, ouais. Je sais pas, moi j'ai l'impression qu'on en a déjà parlé 10 fois. On va faire une fois une compile de tous les moments où on s'énerve de tout ça. Mais là, c'est une question de crédibilité au bout d'un moment. Quoi. Si on s'énerve, peut-être que ça va avoir un effet. Mais moi, je pense aussi, au-delà de ça, je pense à MySports qui te dit, ça nous rallonge des trucs. C'est pas très... on aime bien l'entertainment, le divertissement. Bah, tu dis, on a passé 10 minutes à regarder des trucs inutiles, dans le genre divertissant, bah, ça l'est pas. On perd 10 minutes pour rien. Alors que si on avait des meilleurs trucs, on aurait pu prendre une décision beaucoup plus vite. Ça casse pas tout le rythme du match. Ça frustrera beaucoup moins de monde. Je dis pas que ça sera la solution, la panacée, on va tout de suite trouver le truc. Mais par contre, on risque quand même de gommer une bonne partie de ces moments qui sont pas drôles. Quoi. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. J'allais utiliser le terme, ce sera pas la panacée, mais un cas comme hier, peut-être que la caméra qui était au premier plan, au moment où, à l'endroit où ça se passe, avec un peu de chance, là, tu vois, quoi. Et si c'est pas le cas, tu as celle de l'autre côté, tu regardes ces deux images.
Pas concluant, merci. Voilà, ça dure 12 secondes. Il n'y a pas besoin de commencer à les dire « Ouais, mais si on prend la caméra du parking, puis on zoome bien, parce qu'au bout d'un moment, ça devenait débile quand on prenait la caméra depuis derrière le but. » T'es là, mais en fait, avec cette perspective-là, si le puck est en l'air, t'as l'impression qu'il est en dégagement interdit, il est dans la zone adverse, quoi. C'est absurde. Et ce moment-là, moi, il m'a vraiment énervé, parce qu'on a tous, collectivement, on ne les rendra pas ces 10 minutes, quoi. On les a tous perdus, là. Après cet épisode de culture pub sur M6 présenté par Jean-Frédéric Debetta, passons, ceux qui ont moins de 53 ans, désolé, c'est une référence pour les vieux comme nous. Passons au HC Bienne, il n'y a pas grand chose à dire. 7 matchs, 7 victoires, 20 points sur 21. Bon, un point de perdu quand même, c'est un peu la crise du côté de Bienne. 30 buts marqués, 13 encaissés, plus 17. Damien Brunner a plus de points que Gauthieron sur les 3 derniers matchs. Je ne sais pas quoi dire d'autre, c'est impressionnant. C'est impressionnant, à part qu'il y a juste un truc, c'est que je vais vite regarder quand même s'il y a un joueur à Bienne qui a un nom qui commence par H. Oui, c'est Michael Ugly. Offert out, Ischier out, As out. Moi, je suis Michael Ugly, je me mets dans un papier bulle. Hein, parce que, en plus, on sait qu'il est sujet quand même à des blessures. On parlait des blessures avant, notamment à Genève. Bah voilà, là, on a l'autre équipe qui a battu Genève 6-0. Ça pose pas trop de problèmes d'avoir des blessés en suffisance du côté de Bienne. Hein, j'ai l'impression alors là, que... c'est vraiment assez impressionnant quand même. Alors, ce match de Genève, on en a parlé suffisamment auparavant. Pas suffisamment, mais on en a parlé plutôt de l'angle genevois. Ouais. Genève qui vient quand même avec son deuxième gardien qui a pas mal de blessés. Mais j'ai l'impression que... Alors, Bienne également, mais... Rapidement, qui marque évidemment, Damien Brunner. Et derrière, ça a complètement déroulé. Tu as l'impression que 2-0, 3-0, à aucun moment Genève avait vraiment une chance de revenir. Là, j'ai l'impression que j'ai pas de très grosses occasions en tête de la part de Genève. Ils ont 23 tirs cadrés. Van Pottelberg, 2 blanchissages consécutifs, parce aussi ça, là on parle souvent des gars qui marquent des buts, des Damien Brunner, des Rayala, des Salinen qui est bon. Van Pottelberg, c'est 2 blanchissages consécutifs, et ça aussi c'est important. Moi, ce qui me fascine avec cette équipe, c'est... On se souvient du début de saison compliqué avec Larsenberger, après la maladie d'Antti Tormenon, et puis en début de saison, on se posait la question... du retour d'Antti Tormenon à la vente, est-ce que ça allait changer? Est-ce que, voilà, on a vu qu'il y avait des nouveaux étrangers. Est-ce qu'on allait être convaincu par Victor Löw? Est-ce qu'on allait être convaincu par Yakovenko, par Salinen? Qu'est-ce qu'on est convaincu? Et qu'est-ce qu'on est convaincu? Et je dirais même plus, je dirais même que on sait que Yannick Radgeb est en fin de contrat. Hein, en tout cas, pour l'heure, il lui reste une année de contrat jusqu'en 2022. Tout à fait. Si c'est un plaidoyer pour aller gagner X centaines de milliers de francs sur un contrat de 4-5 ans, parce que vu qu'on est sur des contrats longue durée, il peut difficilement faire mieux, parce qu'en ce moment, il a 7 points. C'est le bonbon ou le machin qu'il envoie. Ça, c'est vraiment le tir de Yannick Radgeb. Tu sais qu'il est hyper efficace sur le powerplay. Ben oui, ce goal. Alors, c'est le 6-0, on est bien d'accord. Oui. Mais je trouve que ça pourrait être... il pourrait y avoir 0-0, ce tir, il part de la même chose. Je veux dire, il est hyper efficace en ce moment. Sous Antti Tormenon, on retrouve un entraîneur qui lui convient, quoi. Et j'ai presque envie de lui dire, Yannick, si je peux te donner un conseil, je suis pas ton agent, hein, bien évidemment. Mais regarde bien qui est l'entraîneur avant de signer ton contrat, parce que j'ai l'impression qu'avec Antti Tormenon, ça se passe bien. Alors, je dis pas qu'Antti Tormenon sera là pour les 4 prochaines années à Bienne, mais en tout cas, ce serait dommage d'aller t'enfermer avec un super contrat chez un entraîneur qui va peut-être pas te faire jouer aussi bien, quoi. Tu veux une statistique marrante? Toujours. Noah Schneeberger, 4 matchs, 3 passes décisives. Je n'ai rien d'autre à dire sur le sujet.
Ah si, tu peux dire que 4 matchs, ils ne changent pas de valeur aucun manager. Ah voilà, il y a ça à dire. Non, c'est la petite anecdote rigolote, vu qu'à Fribourg, il était complètement en voie de garage. À Lausanne, c'était même... Il était Dans le garage, il était dans le garage, parce qu'il n'y avait juste pas la place pour lui. À Fribourg, c'était peut-être un peu différent. À Lausanne, il y avait Puis juste... jouer en attaque des fois, non? Voilà, ouais. Et là, il vient à Lausanne, à Bienne. Alors, il sauve pas Bienne tout seul, mais 4 matchs, 3 passes décisives. Et voilà, si t'as Rayala qui continue de pas marquer, mais 10 passes décisives, un assist, un but. Ouais. Mais il n'y a pas besoin des buts de Rayala parce que Salin en a mis 5, Offer 4, Brunner 6. Donc, Brunner 12, j'ai l'impression C'est que... impressionnant. Ouais. Et moi, ça me fait tellement plaisir. Parce que je pense qu'on peut réécouter tout Colfax. Il me semble que c'est un des joueurs dont on n'a peut-être pas le plus parlé, mais souvent on en a parlé. Et je crois qu'on l'aime bien à ce micro. On est souvent assez... Ce transfert à Bienne, on l'aimait bien. On était positif sur cette idée-là parce que, oui, il avait cette espèce d'étiquette collée au patin, de diva, de tout ce qu'on veut. Mais en fait, dans un environnement comme Bienne, ça lui convient parfaitement. Et même si la saison passée, il n'était pas terrible, il n'était pas aussi incroyable que maintenant. Et clairement, parce que 11 points en 6 matchs, en 7 matchs. Il est incroyable en ce moment. Il a 35 ans. Et il a l'air d'être Comme toujours Julien aussi... Sprung. Ouais, il a l'air d'être toujours aussi frais, toujours aussi jeune, toujours aussi rapide. Souriant. Et c'est ça, on a et c'est l'impression exactement qu'il a un ça. plaisir, tu le vois marquer. En plus, j'ai l'impression que sur le premier but, on l'a mentionné avant en parlant de Genève, le puck, il vient sur sa canne, il glisse tranquillement derrière Charlin. C'est pas un but qui demandait, par exemple, des skills incroyables, mais il est là, il est en confiance, il marque. Puis j'ai l'impression que ce sourire, c'était un peu pour dire, les gars, de toute façon, vous avez vu, je marque, même en faisant quasiment rien, ça devient indécent, finalement. Et il y a un article de Stéphane Roth que vous avez traduit. D'ailleurs, Exact. c'est aussi ça qui est pratique finalement pour ceux qui ne parlent pas l'allemand ou qui sont assez réfractaires. C'est que vous avez cette possibilité d'adapter les textes alémaniques de Blick et du coup donner accès à certains clubs où tu peux pas te démultiplier et puis tu vas plutôt te concentrer quand même sur la Suisse romande, on va dire. Attention, Et- c'est vraiment aussi bien. Sinon... Oui, pardon. On Non, mais parle- je pense à Damien Brunner parce qu'il est alémanique. Ah, pardon. C'est plus dans ce sens-là. Et que même si tu comprends très bien l'allemand, il n'y a pas de problème, puis que tu as déjà fait des interviews, ça multiplie quand même les possibilités aussi. Et c'était assez drôle de voir qu'il disait qu'il y avait alors un super état d'esprit, c'est normal, tout roule à Bienne. Il faudra voir quand il y aura peut-être une période un petit peu plus turbulente, ou de turbulence plus exactement, mais moi, ça m'impressionne de me dire qu'avec un entraîneur comme Tito Manen, c'est comme s'il y avait un espèce de regain supplémentaire et que c'est l'entraîneur qu'il leur faut en ce moment et tout. En tout cas, en saison régulière, c'est impeccable. Et ouais, il n'y a rien de négatif et que même avec des blessures, et puis en plus, offert As, Ischier, Si t'en fais une ligne, c'est pas ta 4e, disons. ouais, je pense que tu les mets à joie, ils sont très contents d'avoir ces 3 joueurs. Donc vraiment, d'être capable de faire ça, on se rappelle que Yanis Moser est parti et qu'ils n'ont toujours pas engagé ce 5e. J'allais le dire, et j'ajoute que tu peux rajouter un étranger s'il y a un incendie qui s'allume quelque part, un défenseur à remplacer, un gardien, un attaquant, peu importe, ou juste d'offrir une option supplémentaire à Antiterman. Et finalement, je ne sais pas du tout si ça se passe comme ça en ce moment, mais j'imagine qu'une enveloppe est dévolue à cet étranger. Admettons, tu as prévu 150 000 nets ou 200 000 nets pour cette personne-là, début septembre. Puis tu vas regarder les joueurs, puis tu dis, voilà, moi j'ai 200 000 nets à t'offrir sur la saison, est-ce que tu prends pas? Je dis un chiffre au hasard. Si cette même enveloppe que tu n'as pas utilisée, tu l'offres à un joueur mi-décembre, je pense que le calibre du joueur que tu peux engager mi-décembre par rapport à septembre pour le même salaire, mais sur moins de mois, à mon avis, il est un tout petit peu différent. Donc finalement, ce temps gagné est peut-être intéressant. Ou pas du tout, parce que dans 2 jours, on aura le nom du prochain étranger. Mais je me dis juste qu'il n'y a aucune urgence et ils peuvent avoir un luxe. Et c'est un luxe incroyable de pouvoir se dire on peut engager un 5e étranger quand on veut, quand on sent qu'on en a besoin, quand il y a la vraie bonne personne sur le marché. Et c'est intéressant la situation dans laquelle se trouve bien actuellement. On a parlé de Salinen, on a parlé de Rayala. Il y a aussi Yakovenko, tu l'as mentionné.
Löw, finalement, ces joueurs-là, Yakovenko, c'est plutôt... On se demandait si, offensivement, il arriverait à produire à un certain niveau. Il a 8 points en ce moment. Il fait partie des 4 Biennois qui sont dans le top 20 de la Ligue. Hein. On a Brunner et Rayala avec 11 qui caracolent en tête. On a Yakovenko 8 et Radgeb 7. Donc, très, très bien. Et on a Löw. Mine de rien, Löw, il y a eu cette charge qui aurait mérité sans doute peut-être plus que un match et 2500 francs d'amende. Il a joué 20 minutes 41. On savait que ça allait être une force défensive. J'aime bien ce joueur. Je pense qu'il fait beaucoup de bien dans cette équipe. Il amène cette dimension physique qui va jamais être détestable pour une équipe. L'expérience, le côté un peu suédois qui sait un peu tout faire. Donc, si tu l'as engagé, tu sais ce que tu as. Et finalement, il est hyper utile à cette équipe. Ouais, complètement. Moi, à la base, j'étais pas complètement convaincu par Yakovenko. Ouais. Je l'ai écrit une fois ou deux. Pour l'instant, alors complètement convaincu par son début de saison et pas les prédictions, c'était pas une prédiction, mais les avis d'avant-saison sont là pour être remis en question. Et là, il n'était pas définitif, mon avis. Il est toujours pas définitif. Je suis en train de dire que c'est le meilleur défenseur de la ligue. Par contre, il fait un vrai bon début de saison, Yakovenko, et je m'attendais pas à ce qu'il soit à ce niveau-là. Et ben voilà, on arrive au terme de ce 5e épisode de la saison 4 de Colfax. D'ici le prochain épisode, n'hésitez pas à interagir avec nous si vous en sentez l'envie, le besoin, ou si vous voulez juste donner votre avis sur nos épisodes. Vous pouvez vous abonner à nos différents médias, sur nos différents canaux, Spotify, SoundCloud, etc., YouTube, évidemment. Et petite pub pour le live des Pécalistes, le jeudi à 17h. Cette semaine, il y aura Kylian Motet. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de questions déjà pour lui alors. Une pellée, il n'y a pas besoin d'aller. Bon, il y a aussi des gars qui veulent faire signer des bonnets, des trucs comme ça. Donc, il n'y a pas besoin d'aller. On envoie les questions à Kylian. On fait voilà, t'as 40 minutes l'antenne, réponds aux questions, merci, ciao. Donc Kylian Motet sur le live des Pécalistes. Et d'ici la semaine prochaine, profitez bien des matchs du week-end. Et à bientôt. À bientôt.